Dakar, fin des années 90. Les rues de la capitale sénégalaise vivent dans la peur. Une bande de cambrioleurs menée par deux hommes surnommés Alex et Ino sème la terreur dans tout le pays. Vol de voitures, cambriolage armé, braquage spectaculaire et évasion de prison. Ce n'est pas un scénario de GTA, c'est l'histoire vraie du gang le plus redouté du Sénégal. Notre histoire commence par une erreur judiciaire. Pape Ndiaye, un jeune homme dans la vingtaine, se retrouve arrêté pour un vol qu'il n'a jamais commis. Malgré les promesses du policier qui l'avait arrêté, qui reconnaît son innocence, Pape est incarcéré. 3 mois plus tard, le véritable coupable est appréhendé. Mais il est trop tard. Le policier vient s'excuser auprès de Pape, mais ne peut plus rien faire pour lui. Le jeune homme innocent est déjà pris dans l'engrenage du système carcéral sénégalais. En 1998, Pape se retrouve dans la cellule numéro 10 de la prison de Rebeuss. Une cellule si insalubre et surpeuplée qu'elle est surnommée en Rwanda, en référence au génocide. La cellule voisine, numéro 9, est appelée Burundi pour les mêmes raisons. Entre 140 et 145 détenus s'entassent dans un espace conçu pour beaucoup moins. Aujourd'hui, ces mêmes cellules comptent jusqu'à 300 prisonniers. C'est dans cet enfer carcéral que Pape fait la rencontre qui va changer sa vie. Alioune Abou Talib Samb, mieux connu sous le nom d'Ino. Mais Ino, man duma ko wax Ino ndaxte tuddul Ino Alioune Abou Talib Samb la tudd Alioune Abou Talib Samb yàlla na ko yàlla yërëm ci fi mu tëdd jégal ko ay njuumteem woyofalal suuf ci kaw moom ak ñamu fa fekk ñëpp ak mboolem jullit bu ko fa fekk. Né le 10 mars 1977 à Yeumbeul dans la banlieue de Dakar, rien ne prédestinait Ino à devenir l'un des plus grands criminels du Sénégal. Enfant, il était décrit comme calme, presque timide. Quand on ne le sélectionnait pas pour les matchs de football de rue, au lieu de se battre, il pleurait. Mais le destin prend un tournant radical lorsqu'il quitte l'école en CM2. Il commence à fréquenter certains des plus grands bandits de Dakar. Banda Dabo, Ahmed Diop, Mamadou Makhtar Sow, Talibouya Konaté. Des hommes qui avaient entre 5 et 20 ans de plus que lui. Il l'initie au banditisme, au cambriolage, aux agressions. Le jeune garçon au tempérament doux devient peu à peu un criminel endurci. En 1997, à tout juste 20 ans, Ino est arrêté pour vol en bande organisée, violence, possession illégale d'armes à feu et vol de voiture. Lors d'une perquisition à son domicile, les policiers découvrent des appareils électroniques volés, un pistolet automatique avec 3 chargeurs, dont un contenant 8 balles de guerre. La même année, il s'évade de prison et prend un vol pour la Belgique. Malheureusement pour lui, il est rapatrié en décembre 1997. De retour au Sénégal, il renoue avec ses compagnons de gang et s'implique dans de nouveaux cambriolages, jusqu'à son arrestation en 1998. sama xamante ak moom yàlla moo ko dogal ñoo bokk benn néeg chambre 10 en 98 bokk benn bool boo xamante ne mooy boolu añam moom biñ ko doon indil ñuy bokk di ko partager man ak moom je le connais comme tout le monde mënuma taxaw di wax ci moom wax bu ñaaw su ma ko defee tey du ma gor. Ino nekkoon nit boo xamante ni moom ma magoon mais grand la boo xamante ni daf ma doon protéger moom ci lu bari parce que bi may ñëw foofu noonu ci prison bi néeg boobu ma nekkoon chambre 10 man maa fa gënoon tuuti ci jëmm maa fa gënoon tuuti aussi ci âge ñi moom ak rekk fa nekkoon. Incarcéré dans la cellule 16 de la prison de Rebeuss, Ino rencontre d'autres détenus qui deviendront ses complices. C'est là qu'il forme un nouveau gang composé de Moussa Djoum, Abdou Konté, Pape Ndiaye, surtout Alassane Sy, surnommé Alex, de 4 ans son aîné. Alex n'est pas un criminel ordinaire. Marié et père d'un enfant, il est un spécialiste des voitures. Grâce à son père mécanicien, il a appris à ouvrir n'importe quel modèle de voiture et à la voler ou à s'emparer de son contenu. Des compétences qu'il a perfectionnées dans le garage familial, devenant un véritable virtuose du vol automobile. Alex avait la réputation d'être un as du volant. Et on dit que c'est un fils de mécanicien qui a grandi entre les moteurs et les carrosseries des véhicules. Et il n'avait pas son pareil pour manier un véhicule. Ils ont pu exfiltrer des dizaines, voire des centaines de véhicules du Sénégal, des véhicules volés pour les revendre dans les pays frontaliers. La Mauritanie était
une destination de choix pour eux. Ensemble, ces 5 hommes vont former ce qui deviendra l'une des bandes criminelles les plus puissantes du Sénégal. Peu après avoir formé leur bande, ils commencent une série de cambriolages ciblant plusieurs zones. En Yoff, Ngor, Thiès, Saint-Louis. Leur réputation grandit, tout comme leur butin. Mais le plus grand coup est sans doute le braquage de l'armurerie du camp militaire de Thiaroye. Une opération audacieuse au cours de laquelle ils dérobent 3 pistolets automatiques et des chargeurs. Un acte qui fait trembler les autorités. Les armes militaires entre les mains de criminels déjà redoutés. C'était de véritables gangsters qui étaient spécialisés dans le braquage. Braquage des stations, services. Il y a eu même des tentatives de casse qui visaient des banques, telles qu'une banque à Bourg, la BICIS de Bourg si je me souviens bien, mais opération qui a échoué. C'est les techniques militaires qu'ils utilisaient. Il y a des gens qu'on envoie en éclaireur, qui viennent, qui voient ce qu'il y a, combien d'ennemis on peut trouver sur place, quelles sont les failles du système. Durant la même période, Ino, Alex et le reste de la bande attaquent un projet de l'USAID à Wakam. Lors de ce braquage, ils ligotent 4 gardes qui patrouillaient sur le site. Au calme. Ils volent un SUV, une mini-chaîne, une Toyota, un groupe électrogène, un chéquier. Ça y est, le audace n'a plus de limite. Il n'en fallait pas plus pour sérieusement énerver les autorités de l'époque. Donc quand la bande à Ino avait commencé à inquiéter les autorités sénégalaises, notamment Abdou Diouf à l'époque, le président Abdou Diouf a convoqué les responsables de police et les gendarmerie. Il leur a donné des consignes fermes de trouver cette bande et de mettre fin à leurs activités. En 1999, les membres de la brigade de Thiaroye reçoivent des informations sur Alex. Il est localisé à Malika. À cette époque, Ouagane Faye, porte-parole de la gendarmerie nationale, déclare qu'Alex a été aperçu au volant d'une Citroën XR qu'il avait volée au bureau de la coopération française du ministère de l'Intérieur. Malheureusement, lorsque les forces de l'ordre arrivent à Malika, Alex a déjà fui et il capture certains de ses complices, dont Ino, qui était en cavale après s'être évadé de prison en février 1999. Durant cette opération à Malika, un policier est blessé à la jambe par les tirs d'Alex et sa bande, avant qu'il ne s'enfuit dans un Toyota 4x4 à double cabine. Un véhicule qu'ils avaient volé à la sous-préfecture de Kandiaï. Il y avait un nouveau véhicule affecté à une sous-préfecture. Ils ont pris le véhicule, dañu mbëkk waa ji xam nga oto bu ñu la laalee rek da ngay taxaw. bu ñu laal oto bi rek mu taxaw rek gars yi jël oto bi takk waa ji sànni ko ci sayaani. Mais heureusement il a été retrouvé vite et on a eu le message. On a vu que officiellement on donne les instructions aux brigades ñu def ay barrages yu mais moi j'ai fait le message d'interdire toute traversée de véhicules de type L200 sans considération de marque vers la Mauritanie. Parce que nous, on savait déjà qu'il y avait un mort qui les attendait pour acheter le véhicule. Donc, on a fermé la frontière. Mais personne ne savait, c'est le commandement qui fait. Ino faisait partie de ceux qui ont été arrêtés. Et donc, en 1999, Ino se retrouvait pour la seconde fois à Rebeuss. Tandis que Alex était dans la nature avec les éléments résiduels de sa bande. Et là également, Ino va s'évader encore en 1999. Parvient à rejoindre encore Alex et les autres. La cavale ne durera pas, ils seront arrêtés une nouvelle fois. Maintenant, quand ils sont partis, ils ne peuvent pas traverser la frontière. Ils sont allés dans le Djeri, où ils ont caché le véhicule. Nous, on a déployé des agents de renseignement avec la Légion Nord. Et finalement, on les a vus dans un hameau bien caché. Et le GIGN a fait l'attaque. Et on les a arrêtés. C'est une évasion qui avait fait beaucoup de vagues parce que je crois que les autorités compétentes avaient des fondements réels dès le départ pour sonner des complicités au niveau de l'administration du service pénitentiaire de Rebeuss. En 1999, une enquête est ouverte pour découvrir quels officiers ont aidé Ino à s'échapper de prison. Dans le cadre de cette enquête, un garde affirme que lorsqu'Ino s'est évadé, il n'y avait qu'un seul garde en surveillance. Selon lui, ce garde aurait été attaqué par des prisonniers alors qu'il débarrassait des bols dans lesquels les détenus avaient mangé leur dîner. Puis ils auraient attaqué le garde à la porte de la prison. Mais les enquêteurs ne croient pas à cette histoire, la jugeant incohérente. Cette affaire entraîne le licenciement de plusieurs responsables pénitentiaires de cette période, dont Badar Fall, qui travaillait comme directeur adjoint de la prison centrale de Rebeuss. Il est accusé d'avoir aidé Ino lors de son évasion. Le 10 juin 1999, le juge principal Diama Kandji le place en détention et l'enferme avec les prisonniers qu'il était censé surveiller à Rebeuss. Le même mois, Moustapha Wele, un gardien de prison, est arrêté et incarcéré. D'autres personnalités du pays sont impliquées dans cette affaire. Un des plus connus est Ben Bastiagne, propriétaire de Radio Dunia. Il est accusé d'avoir acheté des équipements informatiques à Ino et à sa bande, volés au service météorologique du Sénégal. Ces informations étaient fournies par Ino lui-même après son arrestation. Lorsque la police perquisitionne le bureau de Ben Bass, il trouve effectivement une télévision et un ordinateur appartenant au service météorologique.
Au centre de détention provisoire, Alex et ses amis font tout le possible pour s'échapper. Alex se serait même cassé la jambe lors d'une tentative. Pour ces tentatives d'évasion, ils sont condamnés à 5 ans de prison et à 2 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Cheikh Talibé Koyaté et Pape Konaté sont condamnés à 7 ans de prison. Pendant ce temps, Ino et d'autres détenus réussissent à s'évader le 6 juillet 2001. Une fois dehors, ils forment une nouvelle bande qui opère dans les lieux tels que Saint-Louis, Maquet, Moro et Dakar. Leurs activités principales sont les vols de voitures, les cambriolages et les braquages. Ils commettent des braquages dans des stations-service à Padoua et à Ouakam au cours desquels ils blessent des civils. À cette époque, Ifra, connu sous le nom de Le Sanguinaire, utilise une machette pour frapper les gens lors des braquages. Il mène de nombreuses attaques pendant cette période dans tout le pays. Néanmoins, la police continue à les chercher, menant des enquêtes sur la bande jusqu'à les localiser sur la route de la Mauritanie à Kébémer. Les policiers de Kébémer réussissent à les arrêter et les envoient à la prison de Rebeuss. Après son arrestation, Ino doit être jugé. Lors de son procès, il admet certains des crimes dont il est accusé, mais en nie d'autres, affirmant qu'il a effectivement participé au cambriolage et au braquage, mais qu'il n'a jamais tué ni blessé personne. Ce jour-là, j'ai vu un Ino quand même qui était particulièrement franc. C'était la seule fois où on a eu à le juger. Et c'était la fois également où lui-même il voulait s'expliquer par rapport à ses actes. Il a été très prolixe. Bon, il a pris la parole et le juge quand même a eu la présence d'esprit de ne pas le couper. Il a donné la parole, il a soulevé son pied, il a dit « Madame le juge, regardez mes pieds ». On a vu quand même des pieds qui s'étaient enflés. Il dit que partout on dit que Ino est l'ennemi public numéro 1. Alors qu'il y a des gens ici qui sont plus dangereux que moi, on leur dit absolument rien. Il y a des gens qui détournent dans ce pays-là, on ne leur dit absolument rien. Il y a des gens qui tuent dans ce pays-là, on ne leur dit absolument rien. Moi, j'ai commis une faute, je l'accepte. Je suis en train de payer ma faute parce que je suis en prison. Mais quand même, je suis une personne, j'ai ma dignité humaine et on doit me traiter, non pas comme une bête, mais comme une personne. Il a dit ça à la barre. Il dit que même un oiseau, si tu le mets en cage, son réflexe c'est de sortir de cette cage-là et de s'envoler. Et je vous jure que si j'ai les moyens de m'évader, je vais le refaire demain. Ils ont été condamnés à 7 ans de prison pour l'évasion. Voilà. Après être allé en prison pour purger sa peine, la vie d'Ino prend un tournant différent. Il y rencontre Sidi Abdoulatif Gueye, fondateur de l'ONG Jamra et président de l'ONG L'Afrique aide l'Afrique. Abdoulatif Gueye a été arrêté le 20 juin 2002 dans l'affaire des antirétroviraux. Il joue un rôle énorme dans la vie d'Ino en prison. Grâce à lui, Ino recommence à prier et à lire le Coran. Abdoulatif Gueye lui apprend même à réciter le Coran et à l'écrire en prison. Les deux hommes partagent beaucoup pendant le temps ensemble. On raconte que tout ce qu'Abdoulatif recevait de ses proches, il le partageait avec Ino. Même après sa sortie de prison, Abdoulatif continue d'assister Ino. Lorsqu'il s'apprête à partir au Maroc le 23 novembre 2004, il demande à ses proches de continuer à soutenir Ino. Bien évidemment, la prison c'est pas un hôtel, encore moins celle de Rebeuss. Les conditions de détention ne sont pas terribles et au fil du temps, la santé d'Ino commence à se détériorer. Il est bientôt diagnostiqué d'une insuffisance rénale. Il traîne cette maladie en prison jusqu'à ce qu'il soit transféré au pavillon spécial de l'hôpital Aristide de Dantec. Un vendredi matin, 29 janvier 2005, Alioune Aboutalib Samb, dit Ino, meurt dans ce même hôpital. Ses dernières paroles sur son lit de mort sont des paroles de gratitude envers Abdoulatif Gueye, qu'il avait rapproché de sa religion, lui avait appris à écrire et à réciter le Coran. Abdoulatif est au Maroc à ce moment-là, mais il demande à sa famille, par l'intermédiaire de Mamatar Gueye, de s'occuper du nom et de l'enterrer selon les règles islamiques. Il est ainsi enterré au cimetière de Yoff. Peu de ses proches assistent aux funérailles, seule une de ses sœurs, nommée Kiné Samb, y est aperçue. Ino est mort, mais Alex et ses autres complices sont toujours détenus en prison, condamnés pour cambriolage en groupe, plusieurs braquages, agressions, association de malfaiteurs, vol en bande organisée. En 2008, la session spéciale d'assises s'ouvre. La bande comparée, mais sans l'un des têtes de file, Ino, mort en prison 4 ans auparavant. Les 98 accusés sont scindés en groupes. Le dernier jour, le 16 octobre 2008, 31 accusés arrivent devant la barre
dans les têtes de file. Ils paraissent fatigués pour la plupart. Certains d'entre eux s'en remettent à Dieu, d'autres chargent le défunt. Hino, l'absent, le plus présent lors de ce procès qui a duré un peu plus d'une semaine. Et ce jour-là, eux tous, ils disaient que bon, c'est Hino qui était la tête pensante, c'est Hino qui montait les opérations, c'est lui qui nous disait il faut faire ceci. Et il y avait les PV de police, tout ça, qui fait que, bon, à un moment donné, le juge était obligé d'aller dans le PV, lire un certain nombre de passages pour leur rappeler un peu leur déclaration à l'enquête préliminaire. Bon, et à chaque fois, il disait que bon, ça a été extorqué parce qu'on a fait un certain nombre de violences pour qu'ils finissent par avouer un certain nombre de choses alors qu'ils ne l'avaient pas fait. Le président de la Cour prononce 14 condamnations à la perpétuité, dont celle de Alex, acolyte du défunt Hino, 2 peines de 8 ans de prison ferme et 2 condamnations de 5 ans avec sursis. En 2016, Alex et ses complices écrivent une lettre dans laquelle ils présentent leurs excuses à tout le peuple sénégalais pour le mal qu'ils ont causé. Ils demandent à ce qu'on leur accorde la grâce présidentielle. 4 ans plus tard, en 2020, le gouvernement approuve leur demande et certains d'entre eux sont libérés. Après leur libération, certains partent à l'étranger pour travailler et d'autres restent au Sénégal pour leurs activités. Seul Alex et quelques autres restent. Alex est gracié plus tard en 2020 par le président de la République. 24 ans après son arrestation injuste, Pape Ndiaye est libre. La plupart sinon, tous ses complices sont décédés. Pape a beaucoup mûri et sa foi est considérablement renforcée. Il a accepté que c'était son destin et que cela lui a beaucoup appris. Il dit avoir de grands projets pour l'avenir et demande le soutien de ceux qui sont au pouvoir. Pape prie pour que ses amis décédés reposent en paix et demande au gouvernement de traiter les détenus dans de meilleures conditions. Il affirme que la plupart d'entre eux sont les jeunes dans la vingtaine et représentent une main-d'œuvre importante qui pourrait être utilisée pour l'agriculture. C'est ainsi que s'achève l'histoire de la bande d'Alex et d'Hino. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux tentent de rattraper le temps perdu après toutes ces années en prison. Ils sont maintenant âgés et remplis de regrets. D'autres ont perdu la vie en prison, notamment Abdou Conté, le gars à la Kalachnikov, et Djibika. Une page sombre de l'histoire criminelle du Sénégal s'est tournée, mais ces leçons résonnent encore aujourd'hui. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était pas facile à faire du tout, avec toutes les animations à faire, et tourner les vidéos face cam, le script et tout. Et j'espère que ça donne un produit qualitatif. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le montrer. Là, on va essayer d'envoyer du bon contenu. Et voilà, on se dit à la prochaine. Merci.